Le gouvernement au complet, 6 ministres délégués et 20 secrétaires d'État rejoignent l'équipe Fabius sous le signe de la continuité et de la jeunesse. Élection générale en Israël, forte participation dans le calme, première tendance des résultats dans la nuit. Compte à rebours pour les Jeux Olympiques, ils ouvriront samedi à Los Angeles. Les cavaliers français ont des chances. Madame, Monsieur, bonsoir. De 34 à 73 ans, telle est la gamme d'âge déclinée par le gouvernement que le Premier ministre Laurent Fabius a complété aujourd'hui en annonçant ses choix pour 6 postes de ministres délégués et 20 emplois de secrétaires d'État. Une liste qui ne comporte pas de grands bouleversements et qui n'élargit pas outre mesure le personnel gouvernemental, puisque sur 42 membres du gouvernement précédent, 34 retrouvent un portefeuille dans le gouvernement Fabius. Continuité donc, mais aussi jeunesse, près de la moitié de l'équipe Fabius, à l'instar de son chef, à moins de 45 ans. Un radical de gauche de plus, Jean-Michel Bailey, 2 nouveaux députés socialistes, un grand patineur et une femme à la défense. Telles sont les originalités d'une équipe dont le Premier ministre a reçu tout à l'heure quelques-uns des nouveaux membres. Jean-Michel Mercurol. Haroun Taziev, 70 ans, jusque-là commissaire au risque majeur. Il entre au gouvernement à la tête d'un secrétariat d'État spécialement créé. Avec des moyens nouveaux, il sera non seulement monsieur catastrophe naturelle, mais aussi monsieur prévention des risques technologiques. Je suis le technicien S-catastrophe du Premier ministre. L'agression de la nature, l'agression d'une usine qui explose, une catastrophe naturelle, une catastrophe technologique, ou une catastrophe militaire, demande que tous les ministères participent, donc il faut un seul chef, et c'est le Premier ministre. Martin Malvy remplace Jean Auroux au secrétariat d'État à l'énergie. 48 ans, député maire socialiste de Figeac dans le Lot, ancien journaliste, c'est aussi le petit-fils d'un ministre de la Troisième République. Jean-Michel Bailey, 37 ans, était président du mouvement des radicaux de gauche. Il est nommé secrétaire d'État aux relations extérieures. Avec lui, c'est le 3e président du MRG à faire son entrée au gouvernement, après Michel Crépeau et Roger Gérard Schwarzenberg. Écoutez, je pense que nous avons toujours symbolisé le centre-gauche. Il y a d'autres personnes au gouvernement qui sont d'ailleurs près de nous, qui sont également sur ce même créneau. Mais il est incontestable qu'il y a une volonté de rééquilibrage dans la formation de ce gouvernement. Une surprise enfin pour le ministère de la Jeunesse et des Sports avec la nomination d'Alain Calmat, l'ancien champion du monde de patinage artistique. Edwige Avis, 39 ans, lui cède la place pour le secrétariat d'État à la Défense, un portefeuille jamais attribué jusqu'ici à une femme. Cette nomination évidemment peut surprendre parce que c'est la première fois en France et je crois aussi par rapport à un certain nombre de pays, mais elle est dans la logique d'un certain nombre de responsabilités confiées à des femmes. Je pense que c'est effectivement la nomination d'un technicien et peut-être aussi, plus que d'un technicien au sens strict du terme, de quelqu'un qui enveloppe, si vous voulez, le sport par la passion qu'il a de ce sport et aussi par la connaissance du milieu sportif. N'oublions pas le Benjamin du gouvernement, Jean-Marie Bockel, 34 ans, retenu en Alsace aujourd'hui, nouveau secrétaire d'État au tourisme. Il est député socialiste du Haut-Rhin, tendance CRS. Saluons donc l'innovation que constitue la nomination de Madame Edwige Avis au ministère de la Défense, aux côtés de Charles Hernu, qui s'en dit ravi. Saluons aussi la nomination d'Alain Calmat, 44 ans, chirurgien, au ministère de la Jeunesse et des Sports. La seule nomination qui frappe véritablement dans cette nouvelle équipe, puisqu'il s'agit bien du patineur, qui dans les années 60 couvrit d'or et de médailles le patinage artistique français. Jean-Pierre Quinson. Alain Calmat, ici dernier porteur de la flamme olympique lors des Jeux de Grenoble, est aujourd'hui ministre délégué de la Jeunesse et des Sports. Alain Calmat, c'est le symbole de la réussite professionnelle et sportive. 3 fois champion d'Europe, vice-champion olympique à Innsbruck en 64, en 65, après avoir été sacré champion du monde, il met un terme à sa carrière de patineur pour se consacrer à son métier de chirurgien. Pourtant, il n'abandonne pas totalement le patinage. Juge international dans les grandes compétitions, il est également vice-président de la Fédération des sports de glace. Âgé de 44 ans, père de 4 enfants, avec Alain Calmat, c'est pour la première fois depuis longtemps un ancien athlète de haut niveau qui s'occupera de la jeunesse et des sports.
Un nouveau portefeuille aussi dont il faut noter la création, un secrétariat d'État à l'économie sociale confié à Jean Gattel, auparavant à la Défense. Ce secteur regroupe les coopératives de production, les mutuelles et les associations. Sur le plan de la politique, mais aussi des hommes, le fait saillant est la suppression du secrétariat d'État à la sécurité publique et le retour de Joseph Franceschi à sa fonction antérieure auprès des personnes âgées. Une décision qui entérine les difficultés du tandem Defferre-Franceschi au ministère de la Défense et qui en laisse Pierre Joxe seul maître à bord. Jean-Louis Le Senne. Une direction plus cohérente, c'est ce qu'attend le monde de la police après la nomination de Pierre Joxe, place Beauvau, en remplacement de Gaston Defferre, et la suppression du secrétariat d'État à la sécurité publique qu'avait inauguré Joseph Franceschi au mois d'août 82 en pleine vague terroriste. Premier avantage du double départ de Defferre et Franceschi, on gomme une rivalité de personnes qui n'avaient rien pour s'entendre, une mésentente particulièrement visible depuis la fronde policière de juin 83. Deuxième avantage, Gaston Defferre avait donné l'impression de tenir davantage au grand projet de décentralisation qu'à l'amélioration de la condition policière, alors qu'il a fait beaucoup pour la police, Joseph Franceschi, pendant ce temps, paraissant, lui, débordé par l'accumulation des problèmes. Troisième avantage pour le gouvernement, Pierre Joxe n'est pas homme à reculer devant ses responsabilités. À l'exception d'un secrétaire d'État au département et territoire d'outre-mer, il tient seul la barre du bateau et il en a la poigne nécessaire. Depuis quelque temps, trop de monde, y compris dans l'entourage du président, veillait sur le domaine ô combien sensible qu'est la police. Gaston Defferre est promu ministre d'État, Joseph Franceschi retourne aux personnes âgées. Les policiers attendent maintenant de Pierre Joxe des actes et surtout des directives claires et nettes. C'est donc le seul changement notable dans l'organisation du gouvernement, un gouvernement où restent donc la plupart des ministres déjà connus, Yvette Roudy, Jacques Lang, Georges Filiou, André Labarrère, Louis Mexando et j'en passe. Son équipe maintenant complétée, c'est demain que le Premier ministre Laurent Fabius fera, selon la tradition, sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Il engagera ainsi la responsabilité de son nouveau gouvernement. Mais encore une fois, ce n'est pas à l'Assemblée, mais au Sénat que va se jouer dans les prochains jours une partie politique serrée entre l'opposition et la majorité. L'enjeu, le référendum. Albert Duroy. À l'Assemblée, les choses sont claires. L'opposition votera contre le gouvernement et elle le fera avec d'autant plus de vigueur que le nouveau Premier ministre, tout nouveau tout beau, a obtenu un préjugé favorable dans l'opinion. Les opposants ne peuvent plus souligner l'usure de Pierre Mauroy et ils ne peuvent plus brandir l'épouvantail communiste. Ils utiliseront donc le thème du gouvernement minoritaire et continueront à réclamer, en vain évidemment, la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais c'est au Sénat, bientôt saisi du projet de référendum, que l'essentiel va se jouer. Et là, la tactique est beaucoup moins simple pour l'opposition. Son objectif est de faire en sorte que le référendum n'ait pas lieu. Pourquoi ? Parce que s'il avait lieu, elle ne saurait quelle position adopter. Répondre oui ou s'abstenir, ce serait laisser à d'autres, par exemple à Jean-Marie Le Pen, le monopole du non, la possibilité de mobiliser tous ceux qui voudront voter contre la gauche. Mais voter non, ce serait également dangereux puisque cette consultation est destinée à rendre possible un référendum sur l'école. Comme l'idée est populaire, ce serait donner une chance à la gauche de gagner, donc de conforter sa légitimité. Comment bloquer ce projet de référendum? Tout simplement en ne votant pas le texte qui lui est soumis ou bien en lui apportant tellement de modifications qu'il deviendrait inacceptable pour les socialistes. Le résultat est garanti. L'opposition, majoritaire au Sénat, a les moyens d'empêcher le référendum. Encore faudrait-il qu'elle réussisse ensuite à faire comprendre son attitude et à faire admettre ses raisons par l'opinion publique, et là, le résultat n'est plus garanti. La balle est dans le camp du Sénat, a déclaré aujourd'hui le secrétaire national du Parti socialiste, Marcel Debarge, qui estime aussi, je le cite, que la montagne Chirac a accouché d'une souris, allusion à la demande de dissolution de l'Assemblée faite hier par Jacques Chirac. C'est une position qui me fait penser à la découverte de l'eau humide, estime de son côté Jean-Marie Le Pen, qui n'y voit rien d'original. Le président du Front National était aujourd'hui à Strasbourg pour lancer un nouveau groupe sur l'échiquier parlementaire européen, un groupe d'extrême droite.
Organisé en groupe d'affinité politique, un groupe qui pour l'instant compte 16 parlementaires de 3 nationalités différentes et comptera, je l'espère, un plus grand nombre car il y a beaucoup de députés indépendants qui ont été élus et qui jusqu'ici se raccrochaient à des grands mouvements justement pour des raisons administratives et de travail, et j'espère que notre groupe pourra constituer un pôle d'attraction autour des idées qu'il défend et d'abord en faveur de l'antimarxisme, pour la libération de l'Europe, de toute l'Europe, y compris de l'Europe de derrière le rideau de fer. C'est-à-dire pour le moment vous avez fait alliance avec l'extrême droite italienne et l'extrême droite grecque. Si on veut, pourquoi ce qu'on appelle l'extrême droite française, à tort d'ailleurs, ne s'allierait-elle pas à l'extrême droite italienne et à l'extrême droite grecque? Il est évident que nous nous approchons de gens qui ont des points de vue sur un certain nombre de choses essentielles qui sont proches des nôtres. Oui, c'est normal. De la politique encore, de la politique en miniature et qui prend surtout valeur de symbole avec l'organisation dans une petite commune de Loire-Atlantique d'un référendum sur la création ou non d'une école publique. Sur un thème qui reste brûlant, une consultation sans valeur juridique bien sûr, mais dont le résultat est sans appel. Michel Perrault. 172 voix contre et 97 pour la création d'une école maternelle laïque. Les résultats du référendum de Trans-sur-Erdre sont en effet éloquents. À l'origine de la consultation, l'existence d'une seule école dans la commune, un établissement privé, le collège du Sacré-Cœur, qui a donc de fait un quasi-monopole de l'enseignement. L'école publique avait dû fermer il y a 15 ans, faute d'élèves. Et aujourd'hui, les partisans inconditionnels du laïc doivent faire une quinzaine de kilomètres pour mener leurs enfants à l'école publique la plus proche. Nous avons une trentaine d'enfants qui ont entre 3 ans et 9 ans et qui actuellement, ces enfants sont dans des, je dirais, entre guillemets, dans des culs de bagnole tous les jours. Ils vont dans 4-5 communes alentours. Je pense que n'importe quelle bonne solution, et je tends la main à tous les conseillers municipaux, il est grand temps qu'un véritable dialogue s'instaure, n'importe quelle bonne solution, même provisoire, sera acceptée par les laïcs de la commune. On est dans une petite commune, elle n'a pas de gros moyens, mais elle a quand même les moyens au moins de scolariser ses enfants. Quoi qu'il arrive, le 7 septembre, tous les enfants de Trans-sur-Erdre, les élèves du Sacré-Cœur ou les enfants des familles laïques puissent rentrer dans de bonnes conditions à l'école. Bien que les partisans de l'école laïque revendiquent 40% d'abstention, le maire ne désespère pas de retrouver la paix scolaire. Je le souhaite de tout cœur, qu'il y ait une ouverture tout de même, un désir de paix dans la commune, parce que la situation aujourd'hui n'est pas agréable et je le regrette vivement. Voilà pour l'actualité politique. Notons encore que le franc français reste ferme. Au-delà du changement d'équipe au gouvernement, le dollar a cependant battu un nouveau record aujourd'hui à Paris en cotant un peu plus de 8 francs 80. Nouvel attentat aujourd'hui en Pays Basque espagnol, nouvel attentat anti-français. 2 camions remorques ont explosé à Irún. Il n'y a pas eu de victimes. L'attentat n'a pas encore été revendiqué, mais très vraisemblablement est le fait de l'ETA. Dans un entretien accordé au journal Le Monde, le président du gouvernement basque autonome se dit favorable à des négociations avec l'ETA, négociations que refuse jusqu'ici le gouvernement socialiste de Madrid. Le 23 juillet 1984, ce lundi comptera dans l'histoire politique d'Israël, puisque c'est aujourd'hui que les Israéliens ont voté et votent encore pour renouveler leur Parlement et éventuellement changer la coalition au pouvoir. Le scrutin s'est déroulé jusqu'ici dans le plus grand calme, comme l'ont constaté Jean-Marc Ilouz et Gilbert Uzan. Continuité avec la coalition de droite du Premier ministre Yitzhak Shamir ou changement avec Shimon Peres, chef d'un parti travailliste qui resta naguère 30 ans au pouvoir. Alors on donne un dernier coup d'œil aux journaux avant d'aller voter. On se tâte une dernière fois. Chacun sait que cette élection peut décider non pas du taux d'inflation, à 400% on n'a plus d'espoir, mais des rapports d'Israël avec ses voisins arabes, de la poursuite ou de la fin de la guerre au Liban, et aussi des rapports entre la religion et l'État. À en croire les derniers sondages, la partie sera serrée. Les Israéliens l'ont bien senti, qui ont voté aujourd'hui encore plus massivement que d'habitude. Le record de 80% de participation serait déjà dépassé. Il faut dire que les partis politiques ont dépensé des centaines de milliers de dollars pour aller chercher leurs électeurs en avion, en bus ou simplement comme ici, en taxi. À l'aéroport de Tel Aviv, la compagnie nationale israélienne a vu son trafic passager augmenter de 20%. Beaucoup d'Israéliens revenaient chez eux. Ici, le vote à l'étranger n'existe pas.
On a voté aussi au Sud-Liban. L'armée israélienne avait mis en place d'énormes moyens pour organiser sur le terrain une consultation dans les règles. Voici Yitzhak Shamir ce matin à Tel Aviv. Le Premier ministre israélien a proposé récemment à ses adversaires travaillistes un pacte d'union nationale après l'élection. Ici, Shimon Peres, ce matin à Jérusalem. En tête des sondages, le chef de l'opposition travailliste ne souhaite pas pareille alliance. Il espère obtenir suffisamment de voix pour proposer des négociations avec la Jordanie. Les bureaux de vote vont fermer en Israël dans 3 quarts d'heure maintenant. Un grand absent, l'ancien Premier ministre Menahem Begin, qui pour des raisons personnelles, a-t-il dit, a décidé de ne pas aller voter aujourd'hui. Alors, quand saura-t-on les premières tendances de ce scrutin, Jean-Marc Ilouz? Eh bien écoutez, les premiers résultats commenceront à tomber à partir de 9 h, mais il faudra bien attendre 2 ou 3 h du matin pour avoir les premières estimations solides. N'oubliez pas que, outre les 2 grands partis, 24 petits partis sont également en lice aujourd'hui en Israël. Alors reste à savoir si l'un des 2 grands partis réussira à avoir la majorité absolue et très vraisemblablement on ne connaîtra pas demain matin le nom du nouveau Premier ministre israélien. Non, ce n'est pas très vraisemblable. Il faut savoir que jamais en Israël un grand parti n'est arrivé à avoir tout seul la majorité nécessaire, à savoir 61 sièges sur 120. Alors ce soir, quel que soit le candidat dont la liste arrive en tête, il lui faudra encore trouver des partenaires pour former un gouvernement de coalition. Alors disons qu'actuellement, les travaillistes étant donné légèrement en tête dans les sondages, on peut dire que s'ils arrivent à obtenir dès ce soir 50 sièges, ils ne devraient pas avoir trop de difficultés à trouver dans les petits partis de gauche et du centre les alliés qui leur manquent. Sans les religieux, c'est ce qui pourrait arriver de plus nouveau en Israël depuis 7 ans. Un nouveau point sur les premières tendances de ces élections israéliennes dans notre dernier journal à 23h45. 5 techniciens européens, dont 3 Français, étaient détenus en Irak depuis 8 mois, otages des Kurdes irakiens. Ils ont finalement été libérés et retrouvent leur famille ce soir. En plein été, en pleine chaleur, attention à un objet pourtant devenu bien familier, un objet courant aux utilisations multiples et qui risque pourtant de tuer. L'illustration tragique des dangers de la bombe aérosol, c'est une explosion, d'abord mystérieuse, survenue à Mulhouse. Une explosion qui a coûté la vie à une jeune femme et à son fils. Leur voiture a explosé sous l'effet d'un détonateur que les enquêteurs ont finalement découvert, une bombe aérosol trop longuement exposée au soleil. Pascal Yimier. Dans cette voiture qui a explosé vendredi dernier en plein centre de Mulhouse, 2 morts donc. Lorsqu'ils ont cherché les causes de cet accident, les enquêteurs ont envisagé la thèse de l'éclatement d'une bombe aérosol surchauffée dont ils ont découvert le bouchon à l'intérieur de la voiture. Si cette hypothèse se confirme, il faut se demander dans quelle mesure les 500 millions d'aérosols vendus en France sont dangereux. Pour les professionnels, les accidents sont rares et les aérosols non dangereux. Les accidents qui surviennent sont la plupart du temps liés à des erreurs grossières d'utilisation. Je citerai un exemple. Il est bien sûr très dangereux, disons dangereux tout au moins, de laisser un aérosol dans un four qu'on allume. Parce que dans ce cas-là, un récipient sous pression dont on porte la température à 350 degrés explosera. Et est-ce qu'un aérosol qui n'est pas inflammable peut malgré tout exploser? Un aérosol qui est ininflammable peut exploser, puisque c'est le problème d'un récipient sous pression. Mais prenez une bouteille de limonade, vous pouvez très bien faire provoquer l'explosion d'une bouteille de limonade, parce qu'une bouteille de limonade est un récipient sous pression. Il y a plusieurs types d'aérosols, ceux de consommation courante, d'hygiène et d'entretien, qui sont en général en simple tôle soudée. Ceux des parfums ou des médicaments, en aluminium embouti d'une seule pièce, donc plus résistant. Reste le gaz qui va servir à éjecter le produit. Là aussi des différences, des gaz inflammables, d'autres qui ne le sont pas. Mais pour le consommateur, le risque d'explosion n'est pas le plus important. Les produits qui sont mis en aérosol sont projetés par l'aérosol en microparticules. Ces microparticules, projetées dans les yeux ou même inhalées,
quand on les respire. Quand il s'agit d'un produit comme de la peinture ou de produits tout aussi banals, c'est pas forcément innocent pour la santé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce sont des produits qui sont quand même fort chers. Ce sont des emballages coûteux, luxueux, qui entraînent un certain gaspillage pour écouler des produits, somme toute, quotidiens. Le vrai problème des aérosols est peut-être effectivement là, dans leur utilisation abusive. Beaucoup plus que dans les cas d'explosion, 1 sur 1 milliard d'exemplaires vendus. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas de vous débarrasser aussitôt de ces aérosols bien utiles, mais simplement de prendre quelques précautions élémentaires. Du sel bien saumâtre en Alsace, à Chalampé, plusieurs centaines d'élus se sont rassemblés hier, animés d'une même indignation. Ils refusent un projet de forage dans le sous-sol de la région, un forage pour injecter en profondeur des saumures produites par les mines de potasse d'Alsace. Nous sommes ici pour encore une fois dire notre détermination et un grand non à toute intervention dans la plaine d'Alsace au sujet des injections. Le département du Haut-Rhin se mobilise, les élus se réunissent et des cahiers de doléances sont ouverts à la population. C'est cette île du Rhin qui est menacée. La direction des mines de potasse d'Alsace veut déboiser en partie ce parc naturel pour y forer. But de ce forage au beau milieu d'une réserve d'oiseaux, se débarrasser de la saumure dans le sous-sol. La saumure, c'est le déchet salé, inutilisable, du minerai de potasse. Les élus et la population craignent que ces injections ne détruisent la nappe phréatique. Il est vrai que la direction des mines a vu grand, 200 millions de francs pour un pipeline de 15 km. Il devrait transporter 4 millions de tonnes de saumure par an à travers un terrain poreux, avec tous les risques que l'on imagine. Notre sous-sol nous appartient à nous, et pas à ces messieurs de Paris. Et en tant qu'Alsaciens, nous défendons notre sous-sol. Et avec l'injection des saumures, on peut injecter autre chose. Hein, c'est ça le drame. Et nous sommes à 8 km d'une usine qui transforme les déchets industriels et qui a beaucoup de saloperies à faire disparaître. Alors quelle suprême tentation que ça pourrait être de profiter de ce puits isolé, facile à contrôler sur une île. Hein, il suffit de mettre 2 gendarmes au pont. On sait très bien ce qui se passe ici. On peut injecter nuit et jour tout ce qu'on veut. Les députés, sénateurs, conseillers généraux et maires du Haut-Rhin ont reçu le soutien du syndicat CGT des mineurs de potasse. Selon la CGT, le projet n'est pas créateur d'emplois. Un appui leur est même venu de l'étranger. Les Verts, les écologistes allemands, avaient franchi le Rhin pour l'occasion. Le Tour de France, c'est fini. Place maintenant aux Jeux Olympiques. Les passions sportives vont se déchaîner à nouveau à partir de samedi prochain, jour d'ouverture des Jeux de Los Angeles. Les Français qui doivent y participer sont pour beaucoup déjà sur place. Parmi eux, Flambeau, Stador, Giva, quelques-uns des champions qui risquent de gagner des médailles pour la France. Ce sont les chevaux que monteront en saut d'obstacle la très jeune équipe des 5 cavaliers français qui, 20 ans plus tard, rêvent de renouveler l'exploit de Jean-Pierre Doriola. Patrick Boittet. Il y a le ciel, le soleil et la mer, c'est l'été, mais pas vraiment les vacances pour l'équipe de France. Sous la direction de Marcel Rosier, l'entraîneur national, les 5 sélectionnés olympiques s'entraînent ferme pour ne pas décevoir à Los Angeles. Au programme, 1 mois de stage pour parfaire la condition physique des chevaux et préparer les cavaliers à tous les pièges qui les attendent les 7 et 12 août prochains. Car mis à part Frédéric Cottier, champion du monde par équipe à Dublin en 82, les membres de l'équipe de France sont assez inexpérimentés en compétition internationale. Hubert Bourdi, Philippe Rosier, Éric Navet et Pierre Durand ont tous moins de 30 ans. Mais le renouvellement des cadres était obligatoire. J'aligne une équipe très très jeune, puisque, comme vous savez, on a gagné les championnats du monde il y a 2 ans, avec une équipe tout à fait différente, sauf Frédéric Cottier qui est resté dans le peloton. Les autres sont passés professionnels. Alors j'avais 2 ans pour arriver et réussir à constituer une équipe pour représenter notre pays aux Jeux Olympiques. Je crois que j'ai une équipe bien, qui est assez soudée. Vérification des propos de Marcel Rosier au dernier Grand Prix de la Coupe des Nations, où son équipe prend la 2e place derrière l'Allemagne. Mais les Français ont aussi de bonnes chances en individuel, avec bien sûr Frédéric Cottier sur Flambeau C, un couple très sûr. Pierre Durand sur Japlou, un petit cheval sans qualité extraordinaire, mais courageux et très régulier.
Enfin, Éric Navet sur Stador, le cheval du professionnel Hervé Godignon, un couple miracle qui a trouvé son unité en 2 mois seulement. Tous ces cavaliers réalisent un sans faute dans la seconde manche à Hickstead. Mais attention aux adversaires de l'équipe de France. Par exemple, le grand maître allemand, Paul Schockmöll, on ne trouve pas tous les jours une médaille sous les sabots de son cheval. Les Jeux Olympiques 84, vous pourrez les vivre en direct sur Antenne 2, puisqu'à partir de samedi prochain, toutes les nuits, nous diffuserons les épreuves qui, compte tenu du décalage horaire, se dérouleront simultanément à Los Angeles. Et tous les matins aussi, de 8h à 9h, vous aurez droit à un résumé filmé des épreuves. Rien à voir avec les Jeux, mais une image spectaculaire qui nous vient des États-Unis. Une course automobile dans le Michigan. Regardez. Un anneau de vitesse incurvé, des bolides de 1000 chevaux et des pilotes qui tournent pied au plancher pendant 4 heures. Les 500 miles de Brooklyn, c'est du même style qu'Indianapolis. À 280 km/h de moyenne, la moindre erreur de pilotage ne pardonne pas. Ganassi accroche Inser, le pousse hors de la piste. La voiture percute le rail et se désintègre littéralement. Bilan à peine croyable, une jambe cassée pour l'un, fracture du crâne pour l'autre, qui est dans un état critique. Autre accident, Bettenhassen heurte Holmes sur le côté, la voiture s'élève et s'écrase sur le toit de l'autre avant de retomber. Les pilotes sont grièvement blessés, mais hors de danger. Changeons de registre et d'humeur et parlons enfin d'amour. L'amour, c'est entre autres, on le sait, une histoire de longueur d'onde. Jean-Jacques Dufour et Bruno Carrette l'ont découvert, à leur avantage ou à leur dépens, dans leur vagabondage estival. Vous êtes triste et solitaire. Vous enviez les couples qui s'aiment, mais vous hésitez à vous jeter à l'eau, de peur d'être éconduit. Timide de tous les pays, réjouissez-vous, le bip-bip de l'amour est arrivé, c'est le flashing. Ce que vous entendez là, ce n'est pas le bruit d'une ambulance, c'est le bruit qu'émet le flashing. Alors le flashing, je vous lis ce qui est écrit sur la notice, c'est la drague électronique. Ça permet de faire plein de rencontres simples et contractées. C'est une petite boîte de la taille d'un paquet de cigarettes. Ça se porte sur soi n'importe quand, n'importe où. Et quand vous croisez un autre ou une autre possesseur de flashing, ça émet un bip sonore. Autrement dit, le flashing, ça permet de faire des tas de rencontres. Ainsi, plus de risque de se faire traiter de sadique si vous abordez un autre possesseur de flashing, puisque c'est le signe de l'ardent désir de faire des rencontres. Inventé par une self-made woman qui a peut-être souffert, ce merveilleux petit appareil possède plusieurs fréquences. Les fréquences, ce sont des fréquences hommes-femmes, ce sont des fréquences homosexuelles, des fréquences lesbiennes et des fréquences couplées échangistes. Nous avons en fait pensé à tout le monde parce qu'il y a de la place et du goût pour tout le monde. Voilà une attention digne d'une vraie démocrate. Mais vous-même, vous êtes timide ? Non, je ne suis pas tellement timide. Mais je me vois mal, par exemple, aller dans la rue, accrocher quelqu'un et lui demander est-ce que vous pourriez parler avec moi un petit quart d'heure ou prendre un café avec moi. Non, ça je ne le vois pas. Donc je pense que si je sors avec mon flashing et si je vais dans la rue et je rencontre quelqu'un, ça c'est beaucoup plus facile parce que je sais d'avance qu'il voudrait rencontrer également quelqu'un. McLuhan, plus fort que Gutenberg et ses petites annonces, ça se discute. D'abord, il y a peu de flashing sur le marché. Aussi, vous risquez de faire de nombreux kilomètres avant de rencontrer l'âme sœur détentrice de la boîte noire similaire. Et puis, ça coûte 950 francs. Enfin, vous pouvez vous tromper de fréquence en manipulant l'appareil. Et alors, attention aux surprises. Oui, bonjour. 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 Moi-même. Mais dites-moi, on est sur la même fréquence, là? Oh bah écoutez, non, vraiment, écoutez monsieur, il faut encourager cette opinion. Mais faites surtout attention à l'état de vos piles, sinon vous risquez d'attendre longtemps le signal sonore du coup de foudre. Et il paraît que ça marche même dans les espaces verts. Et cela vous fait rêver, Alain Gillot-Pétré? Non, ça me fait rire. Ça me fait rire. Personnellement, j'ai un problème. Moi, ça m'arrive avec tous les nuages. Je peux vous dire que c'est pas pratique. Demain, ça va chauffer très fort, ça va cogner. On va cuire à point jusqu'à 35, 36 degrés dans le sud du pays. Il n'y a pas de doute. L'été est là. On a flashé pour l'été. Regardez la photo satellite. Tout va bien. L'anticyclone est là sur l'est de la France. Seulement, il y a ces orages. Donc, voici le symbole qui remonte progressivement. Ils seront cette nuit, attention, dès cette nuit, sur tout l'ouest du pays jusqu'au sud-ouest. Ils y resteront demain, gagnant progressivement vers le nord-est. Regardez la carte, soleil prédominant, donc
Soleil prédominant sur le nord, au nord de la Seine, le nord-est, l'est du Rhône, la Méditerranée. Soleil aussi à l'ouest, mais avec seulement beaucoup plus de nuages et des orages cette nuit, demain matin et en fin de journée sur tout l'ouest, le sud-ouest gagnant vers le nord-est et le centre. Les pressions sont en baisse, le thermomètre, lui, monte encore 26 à 31 degrés sur la moitié nord, 31 degrés à Rennes et de 30 à 36 degrés à Toulouse, peut-être davantage. Je vous rappelle que le record, c'est 44 degrés. Demain, mardi 24 juillet, 2 minutes de soleil en moins, levé 6h13, couché 21h40. Et puis c'est la quoi? C'est la Sainte quoi? C'est la Sainte Christine. Bonne fête, Christine Ami. Merci. À 23h45, c'est Roger Zabel qui vous présentera notre dernière édition. Demain, 12h45, antenne du midi avec Daniel Bilalian. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bonne soirée.